Bonjour et bienvenue dans The Crime Reel. La vidéo d'aujourd'hui raconte une histoire horrible, détaillant le meurtre brutal d'une femme de 42 ans de l'État de Washington, dont les conséquences ont laissé une famille divisée. La famille s'est divisée. Certains pensent qu'il est coupable, d'autres le jugent innocent. Je serais intéressé d'entendre vos avis dans la section des commentaires ci-dessous. Innocent? Coupable? Ou manque-t-il simplement de preuves pour se prononcer? Alors poursuivons leur histoire. C'était le samedi 3 décembre 2011. Mélanie Boursier de Floride a appelé le bureau du shérif de Deer Park, près de Spokane dans l'État de Washington, pour leur demander d'effectuer un contrôle de bien-être sur sa fille de 42 ans, Shannon Starbuck. Shannon n'avait pas été vue ni entendue depuis 2 jours, ce qui était très inhabituel pour elle. Bien que la police ait vérifié autour de la maison de Shannon la veille et n'ait rien vu d'inquiétant, Mélanie était convaincue que quelque chose n'allait pas. Ce samedi matin-là, 2 adjoints ont retrouvé le propriétaire de Shannon à la maison et ils sont entrés à l'intérieur. Ils ont aussitôt appelé du renfort pour les aider face à une scène de meurtre évidente. Shannon avait été battue à mort. Elle était nue sur le lit et avait été placée dans une position pornographique avec un jouet sexuel. La mort avait clairement été brutale, et le corps avait été placé de manière à retirer toute la dignité de Shannon et à maximiser son humiliation après sa mort. Le médecin légiste déterminerait que Shannon avait été étranglée soit avec quelque chose de doux comme une serviette, soit par une clé de bras. Elle avait subi des blessures à la poitrine qui semblaient avoir été causées par un pistolet à décharge électrique. Elle avait de multiples ecchymoses, 11 côtes cassées et un os brisé au niveau de la trachée. Le médecin légiste pensait qu'elle avait été allongée face contre terre, les mains attachées, pendant son calvaire. Une fois tuée, Shannon a été déplacée sur le lit et mise en scène avec des jouets sexuels. Un coffre-fort à armes ouvert à proximité montrait d'autres dispositifs sexuels. Il a été déterminé qu'elle a très probablement été tuée le 1er décembre, mais l'heure exacte du décès n'a pas pu être établie. Ensuite, une enquête sur la vie et la mort de Shannon a débuté. Shannon s'était mariée pour la première fois il y a 21 ans, en 1990. Elle a rencontré son futur mari, Clay, lorsqu'il était en vacances en Floride, venant de son état d'origine, l'Alaska, où il travaillait sur un pipeline. Ils se sont mariés en quelques mois. Shannon a déménagé en Alaska et ils ont vite fondé une famille. En 2000, ils ont divorcé après 10 ans de mariage. Cependant, ce n'était pas la fin de leur histoire. Le couple s'est remarié en 2006. Ils ont déménagé à Deer Park, dans l'État de Washington. Clay était resté travailler en Alaska et partait pendant des semaines entières. Cela a de nouveau mis leur relation à rude épreuve, et en 2010, Shani a demandé le divorce pour la 2e fois. Le couple continue de vivre à environ un demi-kilomètre l'un de l'autre. Leurs 2 fils aînés, Austin et Blake, qui étaient désormais adultes, vivaient avec Clay, tandis que les 3 plus jeunes enfants, Logan, Sutton et Marshall, vivaient avec Shannon, et Clay a été condamné à verser une pension alimentaire et une aide financière. Vers la fin de 2011, Clay souffrait d'une blessure au dos, ce qui l'empêchait de travailler et l'obligeait donc à dépendre des allocations d'invalidité. En octobre de cette année-là, il avait du retard dans le paiement de la pension alimentaire et de l'aide financière, et la Cour supérieure a rendu un jugement pour plus de 9 000 $ d'obligations impayées. La décision de réclamer ce montant a poussé Clay à envoyer des textos furieux à Shannon sur les conséquences financières, tout en voulant passer plus de temps avec leurs enfants et s'impliquer davantage dans leur éducation. Bien qu'il se dispute avec Clay, Shannon semblait avancer dans sa vie. Elle était retournée à l'école pour devenir assistante dentaire et avait obtenu son diplôme avec mention. Ses camarades de classe la décrivent comme une femme accessible et sympathique, toujours disponible pour les autres.
Shannon avait également recommencé à sortir avec des hommes et s'était inscrite sur des sites de rencontres. En raison de sa mort brutale et prématurée, les enquêteurs ont dû examiner tous les aspects de sa vie privée pour essayer de déterminer qui était responsable. L'examen de son téléphone, retrouvé près de son lit, a révélé un échange service de messagerie courte avec Clay où il disait avoir des problèmes de voiture et aurait besoin qu'elle emmène les enfants à l'école ce matin-là. Il y avait également des échanges avec au moins 2 autres hommes, dont un message explicite demandant à Shannon d'envoyer une photo d'elle posant d'une certaine manière, une manière presque identique à celle dans laquelle elle avait été retrouvée par les adjoints du shérif. Les détectives ont retrouvé l'homme qui avait demandé cette photo. Tom Walker, un vendeur de voitures de Spokane, était heureux de parler aux détectives. Il a reconnu avoir envoyé le message, mais a nié s'être rendu chez elle. Il a donné un échantillon d'acide désoxyribonucléique et a déclaré que le jour du meurtre, il était au travail puis à des funérailles, mais sans heure exacte du décès, il était difficile de vérifier complètement son alibi. Un autre message texte a été retrouvé, dans lequel cet homme essayait de fixer un rendez-vous avec Shannon le jour où elle l'a été tuée. L'homme, John Wilson, avait également envoyé des messages depuis un compte nommé Just Wondering 06. Une enquête approfondie a vite montré que John n'était pas celui qu'il prétendait. Il avait volé la photo d'un médecin de New York et cachait clairement sa véritable identité. Après avoir retracé les numéros ayant contacté Shannon, la police a découvert qu'un appel provenait d'une cabine téléphonique devant la bibliothèque universitaire, surveillée par une caméra. Il possédait désormais une photo de l'usurpateur de John Wilson. À partir des informations sur le téléphone de Shannon, la police lui a envoyé un message indiquant qu'ils avaient besoin de lui parler. Il a pris contact peu de temps après. Il a admis qu'il connaissait Shannon mais hésitait à s'identifier et semblait méfiant quant au fait qu'il parlait réellement à la police. La police a mis sa parole à l'épreuve. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de connaître sa véritable identité, sinon la photo prise par la vidéosurveillance de l'université serait diffusée dans les médias pour tenter de l'identifier. L'homme a cédé. Il a dit que son vrai nom était John Kenline. Il était un enseignant marié qui utilisait un faux nom pour avoir une liaison. Il a accepté de parler à la police en personne au bureau de son avocat Robert Cossey, car il était inquiet de l'impact que son implication pourrait avoir sur sa vie personnelle et professionnelle. Jean a dit au détective qu'il avait prévu de rencontrer Shannon chez elle vers 10h30 du matin, le 1er décembre. À son arrivée, personne n'a répondu. Il est allé à une cabine téléphonique voisine et a laissé un message à Shannon. Il est ensuite repassé chez elle, mais il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Ils ont échangé des messages toute la journée et prévu de se voir le soir, mais cela n'a jamais eu lieu. Comme il devait retrouver Shannon, personne ne pouvait confirmer où il était ce jour-là. 2 hommes étaient soupçonnés, Tom qui avait demandé la photo posée de Shannon et John qui avait menti sur sa véritable identité et était présent chez elle le jour de son meurtre. Les enfants adultes de Shannon craignaient qu'elle tombe sur un prédateur en ligne et son ex-mari Clay avait plusieurs fois demandé à la police de vérifier ses rencontres sur Internet ainsi que l'historique de son téléphone et de son ordinateur. La famille avait-elle raison et est-ce ainsi qu'elle a rencontré son assassin ? Cependant, l'expérience dans ce genre d'affaires a souvent désigné les personnes les plus proches de la victime. Il était donc normal que la police examine de près l'ex-mari. On savait que Clay avait du retard sur la pension alimentaire, mais il disait avoir une bonne coparentalité avec son ex-femme. Le jour où le corps de Shannon a été retrouvé, il était arrivé sur les lieux du crime et, lorsqu'on lui a annoncé que Shannon était morte, il s'est effondré en hurlant. Bien que cela puisse être attendu, les hurlements ont continué au point que le détective a trouvé cela suspect. Clay semblait réticent à partir et répétait sans cesse que la police devrait examiner le téléphone et l'ordinateur de Shannon, car cela leur dirait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Lorsqu'on lui a ensuite demandé où il se trouvait le 1er décembre, il a affirmé qu'il travaillait sur sa voiture en panne.
Il a dit qu'il avait fait plusieurs allers-retours entre chez lui et la voiture en panne pour aller chercher des outils ou prendre son déjeuner. D'autres entretiens avec des personnes qui connaissaient un peu Shannon ont révélé que ses amis pensaient dit qu'elle traversait une sorte de crise dans les mois précédant sa mort. Elle pouvait être joyeuse une minute et bouleversée la suivante. Ses camarades affirment qu'elle a parfois été vue pleurer avant l'école. Shannon était devenue convaincue que quelqu'un lui en voulait. Sa maison avait été cambriolée à plusieurs reprises, mais rien d'important n'avait été volé. Des objets avaient été déplacés. De petits objets disparaissaient, non. Des ampoules étaient dévissées. Toutes ces choses qui laissaient penser quelqu'un se sentir vulnérable, en particulier une femme vivant seule. Il a été rapporté que Shannon pensait que c'était Clay, ce que ce dernier a rejeté comme étant ridicule, affirmant qu'il s'entendait était mieux que la plupart des couples divorcés. Ces commentaires étaient en contraste avec le fait que le jugement de dissolution de leur second mariage incluait une ordonnance restrictive contre lui en faveur de Shannon. Clay avait l'interdiction de troubler sa tranquillité ou de se rendre sur le terrain de sa maison ou de son lieu de travail. Malgré cela, et pour appuyer ses affirmations d'une bonne relation de coparentalité, Clay se rendait chez Shannon la plupart des matins pour emmener les plus jeunes enfants à l'école. Les frères et sœurs de Shannon ont contesté la version des faits de Clay. Ils ont affirmé que la raison des 2 divorces du couple était l'infidélité de Clay et que, dans les mois précédant la mort de Shannon, les choses étaient devenues particulièrement désagréables. Shannon avait des difficultés financières et devait compter sur sa famille pour l'aider car Clay avait pris du retard dans le paiement de la pension alimentaire. Les camarades de Shannon se rappellent d'un jour où elle est arrivée en cours bouleversée. Clay lui avait offert un jouet sexuel, suspendu à sa porte dans un sac cadeau. Shannon a commencé à exprimer ses peurs à ses amis les plus proches. Elle craignait que Clay ne veuille la tuer. Elle a changé les serrures de sa maison sans donner de clé à ses enfants, craignant que Clay n'en obtienne une. Malgré toutes ces accusations, sans chronologie précise du crime, les progrès étaient lents. C'était jusqu'à ce qu'une preuve inattendue fasse surface. Environ une semaine après le meurtre, on a découvert que Shannon avait appelé le 911 le matin du 1er décembre. Le téléphone portable que Shannon a utilisé n'enregistrait pas les appels au 911 dans son journal d'appel, une mesure mise en place pour protéger les personnes vulnérables comme les victimes d'enlèvement, et l'opérateur du 911 avait mal classé l'appel, ce qui a entraîné un retard dans sa découverte. L'enregistrement a été examiné. Il a duré environ 30 secondes et ne contenait qu'un bruit étrange. Après une analyse plus approfondie, il a été déterminé que le bruit était celui de Shannon en train d'être attaqué. L'appel avait été passé à 9h17 du matin, le 1er décembre. La police a ainsi obtenu la chronologie dont elle avait tant besoin. Il pouvait maintenant réexaminer les alibis des 3 suspects avec cette information en main. Tom Walker, l'homme qui avait envoyé la demande pour la photo posée, a été confirmé comme étant au travail à l'heure en question. John Kenline, l'homme avec le faux profil qui avait admis être chez Shannon à 10h30 ce jour-là, a été confirmé comme étant dans un Starbucks à Spokane au moment où l'appel au 911 a été passé. Pendant ce temps, Clay Starbuck, qui affirmait avoir fait l'aller-retour entre sa maison et sa voiture au moins 4 fois ce matin-là, n'a été vu sur aucune caméra de vidéosurveillance et son téléphone avait été éteint pendant cette période. Les soupçons augmentaient, mais ce n'était pas suffisant pour procéder à une arrestation, encore moins à une inculpation. La police avait besoin de preuves reliant Clay à la scène du crime. Le 24 janvier 2012, le rapport acide désoxyribonucléique de la scène du crime a été reçu. Des échantillons ont été prélevés sur le corps de Shannon, surtout sur son cou et sous ses ongles. Un total de 3 acides désoxyribonucléiques masculins non identifiés a été trouvé, ainsi qu'un acide désoxyribonucléique pouvant être réduit à un petit groupe d'hommes. Un homme de la famille Starbuck. Les 2 fils adultes de Shannon, Austin et Blake, avaient tous les deux un alibi pour la date du meurtre. Il ne restait donc que Clay,
qui a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Shannon le 6 février 2012. La mère, le frère et la sœur de Shannon le pensaient coupable. Ils pensaient qu'il avait harcelé Shannon et qu'il avait rendu sa vie infernale. Les 5 enfants de Shannon et Clay pensaient tous qu'il était innocent. En fait, ils soutenaient que c'était leur père qui avait longtemps souffert, supportant les nombreuses infidélités de Shannon. Au cours de l'enquête, il a été révélé que Marshall n'était pas le fils biologique de Clay et qu'il avait en fait été conçu après le premier divorce du couple. Austin, 21 ans, a demandé à être le tuteur de ses frères et sœurs pour que les 5 restent unis et défendent ensemble le nom de leur père. Les enfants de Shannon et Clay estiment que l'unique acide désoxyribonucléique retrouvé sur place était un acide désoxyribonucléique de contact pouvant venir de l'un d'eux ou avoir été transféré puisqu'ils allaient tous souvent chez elle. Ils pensent également que leur mère menait une vie très risquée à travers ces liaisons en ligne. Bien plus que les rencontres traditionnelles sur Internet, les avocats de la défense de Clay ont mis en avant au moins 10 hommes avec lesquels Shannon avait été en contact dans le mois précédant son meurtre, affirmant qu'ils devraient tous être considérés comme des suspectants potentiels. Ils étaient très confiants d'obtenir un acquittement pour Clay. L'affaire a été jugée en mai 2013. L'accusation a présenté Clay comme un homme jaloux, contrôlant, violent, qui était dans une situation financière désespérée et qui restait obsédé par la vie sexuelle de son ex-femme. Des preuves ont été présentées selon lesquelles il avait dit à l'un des enseignants des enfants qu'il ne serait pas surpris si elle était retrouvée la gorge tranchée. La police a témoigné de la façon dont Clay était excessivement désireux de diriger les soupçons vers un amant anonyme rencontré en ligne. L'accusation a déclaré qu'elle pensait que Clay avait attiré Shannon hors de chez elle avec une histoire de voiture en panne, puis était entré par effraction dans sa maison pendant qu'elle emmenait leurs enfants à l'école et s'était caché pour l'attaquer. John Kenline a été appelé à témoigner et a fourni des détails sur les messages qu'il avait reçus bien après l'appel au 911, que la police pensait être proche de l'heure du décès de Shannon. Dans l'un de ces messages, il est mentionné Marsh, en référence au fils de Shannon et Clay, Marshall. Le père de Marshall aurait pu employer ce surnom, mais pas d'autres hommes. L'accusation a également cité les résultats de l'acide désoxyribonucléique pour placer Clay sur les lieux. Ils ont dit que le meurtre était prémédité et que Clay avait ensuite mis en scène la scène pour infliger une humiliation maximale à son ex-femme. Cependant, la défense avait préparé une version des faits totalement différente, basée sur le fait que, selon eux, Shannon menait une vie extrêmement risquée et recherchait imprudemment le danger, ce qui était appuyé par le contenu de l'ordinateur portable de Shannon. Cependant, le juge a statué que cette preuve était irrecevable car trop spéculative et indûment préjudiciable, et par conséquent, le jury n'entendrait aucune de leurs affirmations concernant le monde en ligne de Shannon. Toute leur défense reposait sur cette théorie, ils ont donc dû changer de stratégie et attaquer ce qu'ils jugeaient une enquête défaillante. Ils ont soutenu qu'une grande partie des preuves cruciales n'avaient pas été recueillies ou avaient été recueillies, mais non analysées. Pourquoi le sang sous les ongles de Shannon n'a-t-il pas été soumis à un test acide désoxyribonucléique ? Si Clay avait utilisé le téléphone de Shannon, pourquoi son acide désoxyribonucléique n'était-il pas sur l'écouvillon ? De l'acide désoxyribonucléique de 3 hommes inconnus a été retrouvé. Pourquoi cela n'a-t-il pas été approfondi ? À qui appartenait-il ? Clay avait déjà vécu dans la maison, donc ils ont affirmé qu'il était évident que son acide désoxyribonucléique serait présent en traces. La défense a présenté un témoin qui avait vu la voiture de Clay à l'endroit où il avait dit être tombé en panne le jour en question, ainsi qu'un médecin qui a déclaré qu'en raison de sa récente opération du dos, Clay n'aurait pas eu la force de tuer Shannon qui mesurait 1,78 m et pesait environ 82 kg. Clay a témoigné pour sa propre défense et est apparu calme et posé, répondant à toutes les questions qui lui étaient posées.
La défense a soutenu que toute l'affaire reposait sur des preuves acides désoxyribonucléiques défectueuses et que les détectives impliqués ne s'étaient intéressés qu'à Clay dès le début. Lorsque le jury a été envoyé pour délibérer, l'équipe de défense était confiante que Clay serait acquitté. Après plusieurs heures, ils sont revenus avec leur verdict. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de violation de dépouilles humaines. Clay a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et a immédiatement commencé à faire appel de sa condamnation, principalement en se basant sur le fait que le tribunal avait commis une erreur en excluant les preuves concernant le mode de vie de Shannon qui désignait d'autres suspects. En 2015, sa condamnation a été confirmée. En juin 2021, le projet Innocence de Washington a représenté Clay pour une demande de test acide désoxyribonucléique après sa condamnation. Le juge a déterminé que tous les critères étaient remplis et a accordé la requête pour tester des preuves qui n'avaient pas encore été analysées et pour refaire des tests sur quelques éléments. Je n'ai pas pu trouver d'autres informations à ce sujet et Clay reste actuellement en prison. Dans un autre rebondissement déchirant de cette affaire, Logan Starbuck, qui avait 15 ans au moment du meurtre de leur mère, a disparu en décembre 2021. Son corps a été retrouvé dans la rivière Spokane en février 2022. Il n'y avait aucune circonstance suspecte. Concernant leur décès, cela conclut l'affaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'affaire du jour et aussi à vous tous qui m'avez gentiment laissé tant de commentaires sur ma vidéo de retour que j'ai publiée la semaine dernière. Il est à maintenant temps pour un très court moment de Petty Crime. Megan d'Afrique du Sud a envoyé la photo de son magnifique chat, Horace. Horace a 9 mois et il aime se balancer sur le fauteuil à bascule, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il adore rapporter des cadeaux de dehors, probablement des éléphants ou des girafes puisque c'est l'Afrique du Sud, mais il ne passe pas vraiment par la chatière. Merci Megan de nous avoir présenté Horace. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir.